tous et à toutes les amis, moi c'est Kijin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, c'est la suite, comme son nom l'indique, de Blade Runner de Ridley Scott, un film culte s'il en est. Et donc, on va suivre cette fois-ci l'enquête d'un Blade Runner interprété par Ryan Gosling, donc cette fois-ci exit Harrison Ford, même s'il est présent dans le film, mais à une échelle beaucoup moins importante. Et donc son enquête va l'amener à découvrir un petit peu des secrets sur les réplicants qui peuvent avoir potentiellement de lourdes répercussions. Alors, pour ce film, c'est très simple, je pourrais aller très très vite et résumer ma chronique, ma critique globale du film à c'est très beau, mais c'est très long et ça raconte pas grand chose. Voilà, fin du vlog. Non, pour être plus sérieux, il est clair que le film a des qualités indéniables. En premier lieu, c'est très beau. C'est ce que j'ai dit. Denis Villeneuve fait complètement le taf avec une mise en scène qui est vraiment extrêmement bien soignée. C'est très léché avec des plans magnifiques. Un travail sur les couleurs, sur la lumière, sur l'esthétique globale. Et on a vraiment, comme pour le premier, cette ambivalence entre le luxe et la pauvreté, cette ambiance parfois moite, un peu crade, sale, et puis en même temps quelque chose parfois d'extrêmement propre. Donc voilà, ça c'est Denis Villeneuve, c'est propre. On a aussi un cadre sur la musique, donc je sais qu'il y a Hans Zimmer et un autre compositeur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui ont travaillé sur la musique, et comme par exemple pour des films comme Dunkerque, on a une musique qui est, en tout cas le son global, même en dehors de la musique, vraiment un travail sur le son qui est vraiment très prenant, qui est voilà, une musique profonde dans le sens où, avec beaucoup de basses, et quand ça arrive parfois, avec certains plans, voilà, on est presque happé dedans, comme prisonnier de l'image. Et c'était un petit peu le cas dans Dunkerque avec des images qui étaient des images très fortes, avec une musique très prenante, très puissante, qui vous faisait complètement rentrer dans l'image, et vraiment vous vous sentiez vraiment dedans. Au-delà de ça, parce que ça a beau être très beau, le film fait 2h45. Presque 3 heures. J'ai pas de problème avec les films qui durent longtemps. Mais dans le cas de celui-ci, il y a un gros problème. Pour moi, c'est que le film ne raconte rien. Ou en tout cas, si, le film raconte une histoire. Parce que bon, je vais spoiler un petit peu parce que c'est pas expliqué dans les bandes annonces. Et si je vous l'explique pas, grosso modo, j'arriverai pas à développer. Donc ça spoil un petit peu, mais en vrai, ça spoil les 5-10 premières minutes du film. Hein. Donc en gros, je vous spoil pas grand chose. C'est que donc l'agent K, qui est interprété par Ryan Gosling, au début, en fait, lui, sa mission, c'est d'arrêter de mettre hors service les anciens modèles de réplicants, c'est-à-dire les modèles qui existaient dans le premier film, qui sont appelés les Nexus 8, qui étaient les modèles de l'ancienne compagnie, la compagnie Tyrell qui fabriquait les réplicants dans Blade Runner. Et on nous explique au début que, voilà, il y a une autre société, Wallace, qui, en plus d'avoir sauvé un petit peu l'humanité de la faim, parce qu'ils sont dans l'agriculture, tout ça, ils ont acheté Tyrell et ils fabriquent des nouveaux réplicants, mais des réplicants plus limités que les anciens. Mais du coup, les anciens, ça pose problème, et donc du coup, il faut envoyer des Blade Runner pour les désactiver. Ryan Gosling en est un. Au début, il arrive, il en trouve un qui va désactiver, mais il va trouver en fait un coffre, un ossuaire, dans lequel il y a un squelette, un ossuaire en fait, et ils vont se rendre compte que la personne à qui appartiennent les ossements, c'était une femme, et une femme qui a priori est morte en mettant au monde un enfant, et ils se rendent compte que, comble du what the fuck, cette femme-là était un réplicant. Donc normalement c'est pas possible, les réplicants, normalement ils sont stériles, ils ne peuvent pas procréer. Donc du coup, la mission de Ryan Gosling, ça va être justement de retrouver l'enfant, de trouver cet enfant pour, clairement pour le mettre hors d'état de nuire, pour voilà, les gens ne doivent pas savoir que les réplicants peuvent a priori se reproduire, parce que sinon ça serait un peu le chaos, voilà. Donc ça c'est l'histoire globale, mais moi j'ai un gros problème avec cette histoire, c'est que ça fait 2h45 et à aucun moment dans le film j'ai l'impression que l'histoire commence réellement
Parce que au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, que tu te dises ouais, ça se cherche encore, mais bon, tu te dis ouais, tu relativises, tu fais c'est vrai que le film fait 3 heures, donc je pense qu'ils prennent un petit peu le temps. Mais quand au bout d'une heure et demie, tu te dis il s- on en est où? Qu'est-ce qu'il fait pour. Enfin, j'ai- et du coup, j'ai pas l'impression que le film sache réellement où il va. Et c'est ça mon vrai problème, parce qu'en fait, à la fin du film, il y a des sous-intrigues qui, pour moi, ne sont pas terminées. Vraiment, il y a des arcs de sous-intrigues qui, pour moi, ne sont pas terminés. Le film a une fin très abrupte. Et en plus, je suis même pas sûr qu'il ait commencé. Donc c'est ça qui est horrible, c'est qu'à la fin, tu te dis... ouais, j'ai pas trop vu quand c'est que ça a commencé, quels étaient vraiment... Il n'y a pas de vraie progression, de vrai climax, je le sens pas. Et en plus, à la fin, je vous dis, il y a des espèces de sous-intrigues sur lesquelles ben, j'ai pas l'impression qu'on ait tout dit, j'ai pas l'impression que ce soit fini. Notamment, j'ai lu vite fait deux trois critiques, quelque chose qui revient, c'est le personnage de Jared Leto, qui, de un est un personnage que je trouve assez inutile dans l'histoire. Mais vraiment, on aurait pu se contenter du personnage de. Alors j'ai oublié le nom des actrices, c'est toujours pareil, je les mélange. Enfin, du répliquant qu'il y a avec elle. D'ailleurs, le film est tellement vague que j'ai du mal à comprendre si donc Jared Leto, donc le personnage de Wallace, hein, l'homme d'affaires qui a sa compagnie, tout ça, si c'est un répliquant ou pas, parce que c'est très flou, je comprends pas. Je- pour moi, c'est un humain, mais des fois, il dit nous, en expliquant les répliquants, tout ça, donc j'ai du mal à. Des fois, j'ai des doutes si c'est un répliquant ou si c'est un humain. Enfin bref, et ouais, en fait, la fin, à un moment donné, bon, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, Ryan Gosling retrouve Harrison Ford, donc le personnage de Deckard, l'ancien Blade Runner du premier film, et il va se passer des choses qui vont faire intervenir le personnage de Jared Leto, le personnage de Wallace, et le film se termine et t'as l'impression de te dire, ben. Non, non il manque des trucs là, clairement. Et donc, globalement, le film, le film se déroule comme ça, et c'est en partie pour ça que il me dérange beaucoup. Parce qu'il est très long, avec des scènes qui pour moi sont inutiles. Certains vont dire, ouais, mais non, tu comprends, c'est important. Mais moi, par exemple, la scène. euh, parce que Ryan Gosling, donc, qui est un répliquant, est amoureux, entre guillemets, d'une intelligence artificielle qu'il a chez lui. Et à un moment donné, il peut la faire apparaître, il peut la transporter avec lui, tout ça. Et à un moment donné, en fait, cette intelligence artificielle-là, elle appelle une prostituée. Et du coup, Ryan Gosling et la prostituée, qui doit être un répliquant aussi, enfin oui, c'est un répliquant, vont faire l'amour, mais du coup, avec l'hologramme de la meuf synchronisé sur la prostituée, pour que Ryan Gosling ait quand même l'impression qu'il est avec sa copine qui est. Et alors, on pourra dire, ouais, c'est très beau, ouais, ça rappelle Heure, etc. Oui, mais ça ne fait pas avancer l'intrigue du film. Et ça ne fait même pas. Enfin, on avait compris avec la façon dont vous avez caractérisé ces personnages-là que. Voilà, quelle était la nature de leur relation et l'ambiguïté que ça soulève. Mais étant donné que le film est déjà long, faire une scène comme ça qui est relativement longue pour, je trouve, pas grand chose et n'amener rien à l'histoire, pour moi elle n'est pas utile. Et ça c'est une scène, mais il y a plein de petits morceaux de scènes ici et là qui je trouve ne sont, voilà, sont en trop. Et au-delà de ça, en plus d'être très longue et voilà, d'être pesante, je trouve, au niveau de cette histoire, il y a des incohérences, il y a des choses en fait un peu grosses, plus que des incohérences, des trucs où tu te dis, ouais, comme par hasard, à un moment donné, le personnage de Ryan Gosling il a des souvenirs, mais théoriquement comme c'est un répliquant, des souvenirs d'enfance, c'est des faux souvenirs qui lui ont été implantés pour que voilà, il ait eu une personnalité, pour pas que ce soit le chaos dans sa tête, quoi, pour qu'il fonctionne bien. Il se rappelle de quelque chose qui, a priori, s'est vraiment passé. Et dans ce souvenir, voilà, il a souvenance qu'il y a un objet que quand il était petit, qu'il avait caché à un endroit. Mais du coup, il y a longtemps. Et à un moment donné dans le film, il retourne à cet endroit. Et comme par hasard, 20 ans ou je sais pas combien de temps après, l'objet
est toujours là, au même endroit. Et franchement, vu l'endroit que c'est, tu te dis, franchement, en plus c'est censé être des espèces de fourneaux, et ça c'est censé être, j'ai l'impression, des tiroirs à cendres ou quelque chose, et tu dis, really? 20 ans après, c'est toujours là, comme par hasard. Et voilà, c'est... Et au-delà de ça, il y a quelque chose, moi, qui m'a sauté aux yeux. Parce que je vois quelque chose qui m'amuse plus qu'autre chose. Je vois déjà des critiques qui disent le film est un chef-d'œuvre. Alors, personnellement, moi, je suis pas d'accord du tout, mais là, de nouveau, ça reste un avis, chacun fera le sien. Moi, le gros problème du film, ce que je dis, c'est qu'il est impersonnel. Pourquoi? Parce que ici, pour moi, Denis Villeneuve n'est qu'un technicien. C'est pas comme ces films avant où tu dis, ouais, il a quelque chose à raconter, il arrive. Non, là, on est clairement sur un film, un scénario qui a été écrit, et les studios ont besoin de quelqu'un pour le faire, et hop, Denis Villeneuve, hop, t'es collé sur ce projet, et voilà. Mais c'est pas un projet, pour moi, qui était vraiment fait pour Denis Villeneuve, dans le sens où c'est pas ses thématiques. Et c'est ça le gros problème, c'est que on a les scénaristes qui ont écrit un scénario, dont un qui est le scénariste du premier Blade Runner, et qui reprend vraiment les thématiques de la nouvelle de Philippe K. Dick, qui sont des thématiques sur la condition humaine, sur le rapport entre guillemets, aux intelligences artificielles, etc., le rapport à l'avatar, à la création. Et pour moi, Denis Villeneuve, c'est pas trop ses thématiques, et j'ai l'impression qu'il arrive et que, voilà, il filme juste un film et sans être sûr de vraiment capter toute l'essence du récit à la base. Par contre, il y a un réalisateur dont c'est clairement les lubies et obsessions depuis toujours, et ce réalisateur-là, c'est Ridley Scott. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Blade Runner fonctionnait bien le premier, parce que les interrogations de Philippe K. Dick se mariaient très bien avec les interrogations, les obsessions, etc. de Ridley Scott. Obsession, et je dis lubie obsession parce que ça revient très très souvent dans ces films en fait. Vous regardez ce qui est traité dans Blade Runner, vous regardez ce qui est traité dans Alien, en réalité, même si la forme est très différente, on est d'accord, mais pour moi, en réalité, Ridley Scott, il a vraiment une obsession comme ça sur tout ce qui est rapport à la création, rapport à une autorité un petit peu comme ça divine, mystique, et le rapport à cette condition humaine par rapport à tout ce qui est question sur l'intelligence artificielle. Et ça, c'est Ridley Scott. Et c'est le cas dans beaucoup de ses films, même si toutes les thématiques ne sont pas traitées en même temps. C'est sûr que dans Exodus, par exemple, il n'y a pas de thématique sur l'intelligence artificielle. Mais il y a des thématiques sur la création, sur le statut du créateur, parce que c'est un film sur Dieu, etc. Ça parle entre guillemets, de religion, mais c'est pas vraiment de religion, c'est plus une forme de cosmogonie qui recherche. C'est le cas dans Exodus, c'est aussi le cas dans Gladiator, comme dit, pas toutes les thématiques en même temps, et c'est évidemment le cas. Ce qui est traité dans Blade Runner et ce qui est traité dans Alien premier du nom, et c'est ça que je fais remarquer quand je parlais d'Alien Covenant, c'est que c'est complètement ça. Prometheus, c'est toutes ces thématiques-là mises dans le même film. Et Alien Covenant, c'est la suite de ça qui en découle. Et il faut voir aussi les films qu'il a produits, notamment c'est Morgan, je crois, qui est un film de son fils, qui est un film qui parle des mêmes choses. Conditions humaines, rapport au créateur, intelligence artificielle, rapport quelque part à Dieu dans une forme de puissance, de chape de plomb qui est au-dessus de vous et dont vous essayez de vous échapper. Et pour moi, Ridley Scott, on dit par exemple dans Prometheus ou Alien Covenant, ouais, ça y est, il devient gaga, il commence à faire des trucs. Non, pas du tout. Ridley Scott est complètement raccord avec ce qu'il fait. Il est complètement logique avec ses thématiques.
Et c'est là que vient le problème de Blade Runner, c'est-à-dire que on a des thématiques de Philip K. Dick qui collaient bien avec les thématiques de Ridley Scott, couplées avec Denis Villeneuve, qui essaye un petit peu de faire comme il peut, et du coup ça donne un film extrêmement impersonnel, surtout très froid, et par moments extrêmement prétentieux et poseur. Et j'en parlais la semaine dernière dans ma critique sur Mother. Au moins avec Daronofsky, au moins c'est une personnalité. Ok, je trouve ça poseur, ok, je trouve ça prétentieux par moment, mais au moins je me dis, voilà, c'est de lui, d'accord? C'est Daronofsky, c'est lui qui pense son script, c'est son script, c'est ses thématiques à lui. Alors je trouve ça poseur, je trouve ça prétentieux, mais au moins je trouve que ça a une personnalité. Là, dans Blade Runner 2049, je reproche un petit peu les choses que je reproche à Daronofsky. Par moments, c'est poseur, par moments, c'est prétentieux. Mais en plus, c'est totalement froid et totalement impersonnel. Je trouve que c'est vraiment juste. C'est un objet froid, inamovible comme ça, qui. De base, moi, je ne suis pas extrêmement fan de Blade Runner premier du nom. J'aime bien, mais je suis pas extatique comme certains qui sont là, waouh, machin, c'est le chef-d'œuvre. Pour moi, vraiment, à choisir entre ces deux films de science-fiction de l'époque à Ridley Scott, je suis clairement du côté Alien plutôt que du côté Blade Runner. Mais du coup, de base, moi, je suis pas un grand adepte de Blade Runner. Du coup, là, un film qui en est la suite et qui, en plus, j'ai l'impression, se perd complètement en route. Alors moi, je suis complètement déconnecté. Hein. Mais ça me fait quand même doucement rigoler de voir que un Blade Runner 2049 qui pour moi en fond a les mêmes thématiques. Les mêmes thématiques. Et, et autant d'incohérences et de problèmes scénaristiques que Prometheus, mais vraiment, en étant vraiment objectif. C'est-à-dire que moi j'aime bien Prometheus, mais quand on me dit ouais mais regarde ça c'est un défaut, ça c'est un défaut, quand j'arrive à reconnaître quels sont vraiment les défauts. Ça m'empêche pas d'adorer Prometheus. Mais de voir qu'on chie sur Prometheus vraiment allègrement et sur Alien Covenant comme ça, en chiant sur Ridley Scott, et que sur Blade Runner on est là, ouais c'est un chef-d'œuvre. Moi je trouve que du coup, quelque part il y a peut-être une hype sur Denis Villeneuve qui occulte presque comme s'il y avait une sorte de mauvaise foi, alors que je le répète, pour moi les thématiques abordées sont les mêmes, mais vraiment purement les mêmes. Évidemment la forme n'est pas la même du tout, on est d'accord, mais le fond reste très très similaire. Sauf que voilà, dans Prometheus, moi ce qui m'intéresse, malgré les défauts qui sont présents dans Blade Runner 2049, et bien malgré ces défauts, Prometheus a une personnalité, une aura un petit peu comme ça. Il y a une histoire, il y a une histoire qui est une vraie histoire. Tu sais quand elle commence, tu connais le milieu, tu vois le climax, voilà. Et en plus, il y a cette espèce d'aura mythique, voire mystique de l'histoire, avec parce qu'il arrive à raccorder cette histoire à un corpus de films qu'on connaît déjà et qu'on adore. Et du coup, ça donnait à Prometheus vraiment quelque chose de singulier. Là, avec Blade Runner 2049, non, c'est... En termes d'imagerie, c'est très beau, mais dans ce cas-là, tu as envie de dire, Premier Contact, c'est très beau aussi, mais au moins, ça a du fond et ça parle de quelque chose. Et il y a une histoire, il y a un fond, c'est bien construit, etc. Donc franchement, si je dois choisir un film de Denis Villeneuve, il n'en a pas fait 36, de toute façon en science-fiction, il a fait Premier Contact et il a fait Blade Runner. Mais je suis beaucoup plus content, satisfait de Premier Contact, même si on pourrait discuter ici et là de certains soucis du film, mais pour moi qui est beaucoup plus cohérent, qui a une personnalité, qui raconte quelque chose, qui a des thématiques à lui, plutôt que Blade Runner 49, qui pour moi est juste un gloubi-boulga entre les scénaristes qui ont toujours voulu adapter Kadik, et Ridley Scott qui est producteur exécutif derrière, mais dont on sent clairement l'influence.
Et puis Denis Villeneuve qui est catapulté là au milieu et qui fait son film et qui pour moi ne saisit pas vraiment l'essence de ce qu'il est en train de faire et donc du coup tape à côté. On a un film qui est comme dit très long, 2h45, très froid et très impersonnel. Voilà, on en revient à ce que j'avais dit. C'est assez rare, mais pour le souligner, même si je sais que c'est pas forcément révélateur, mais quand même, j'étais dans une salle, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas ensemble, hein, plusieurs personnes qui se sont barrées pendant le film, à la moitié, voire un peu plus, ouais, aux alentours de la moitié du film, qui se sont littéralement barrés de la salle, ok. Et puis en sortant de la salle, je traîne un petit peu mon oreille vite fait au milieu des gens, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu, même si je suis pas d'accord avec vraiment le côté sans nuance de la critique, j'ai entendu beaucoup, putain c'était de la merde. D'accord. Alors, je suis pas d'accord avec les justes, c'était de la merde, t'as envie de dire, même si t'aimes pas, vas-y, explique pourquoi, comment, il y a quand même des choses intéressantes, comme je dis, voilà, tout le film n'est pas acheté, mais je le trouve vraiment, je me suis ennuyé devant le film, en plus j'avais envie de pisser, c'était horrible, mais voilà, je me suis vraiment ennuyé pendant le film, et c'est pas le tout de faire des belles images avec une belle atmosphère, etc. Si l'histoire n'est pas prenante, je veux dire, je parlais de Dunkerque au début, Dunkerque, l'impact que ça avait, c'est que l'histoire nous parle et on rentrait dedans. Un film de guerre, tac, et on suit l'histoire et comme elle était racontée en plus de façon pas linéaire, on est toujours en train de se dire ça se passe quand, tac, oh putain, est-ce qu'ils vont s'en sortir, oh la vache. Et c'était viscéral. Là, c'est pas viscéral, c'est juste. C'est le problème, c'est poseur. Quand il y a une mise en scène comme ça un peu léchée mais qui ne raconte rien derrière, qui laisse juste sur sa fin, c'est ça que j'appelle vraiment une mise en scène voilà, qui est un peu ostentatoire pour rien. Et c'est le problème de Blade Runner. Donc, personnellement, je suis déçu parce que je m'attendais quand même à quelque chose qui... je m'attendais pas à ça, tout simplement. Et est-ce que je vous le conseille? Je sais pas. Je sais pas, faites-vous, si vous hésitez, regardez différents avis. J'ai lu déjà beaucoup d'avis qui sont là, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Mais moi, je me méfie toujours quand c'est vraiment dithyrambique, je me dis peut-être que ça cache quelque chose. C'est des fois un peu le côté en train de se dire l'esprit de contradiction, se dire vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que moi je suis pas. Et bon, non, quand je vais voir le film et que en effet c'est génial, comme le prochain film dont on parlera bientôt, quand j'arrive et que c'est génial, je vous dis c'est génial. Mais là c'est pas le cas. Blade Runner, moi je me suis emmerdé. Je trouve ça pas très intéressant avec une histoire. Là pour le coup c'est pas genre l'histoire est compliquée, machin, pour rien. Non, là c'est juste que à un moment donné je suis là, je fais commence quand ton histoire? Pourquoi les personnages sont. J'ai l'impression vraiment de voir des personnages en roue libre. C'est trop long, donc ça je l'ai déjà dit. C'est froid et impersonnel, et en plus ça aurait mérité juste d'être un film de Ridley Scott, quoi. Pas de Denis Villeneuve. Parce que Denis Villeneuve, pour moi, il est juste perdu au milieu de cette pagaille. Et au-delà de faire des belles images, il apporte pas grand-chose malheureusement, Denis Villeneuve. Donc Blade Runner 2049, pour moi c'est non. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, surtout mettez des pouces bleus et partagez la vidéo, ça c'est super important. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour qu'on puisse discuter. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis à retrouver toutes les autres vidéos de la chaîne par ici. Donc n'hésitez pas à aller voir le dernier Séance vers le futur qui est sorti, qui parle d'Avatar. Donc je vous le conseille très chaudement. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et voilà.